Oui, bonjour à tous, bienvenue. Donc, thème d'actualité. Vous avez vu, sur tout ce qui passe un peu dans l'actualité, grands médias ou sur les réseaux, les gens souvent réagissent au quart de tour et très souvent d'ailleurs c'est déformé. Pas toujours, mais c'est déformé. Et je pense notamment à un communiqué de presse, puisque ça fait beaucoup polémique au Congrès des jeunes agriculteurs, où de nombreux politiques se sont rendus, et c'est leur rôle d'aller rencontrer l'ensemble des parties prenantes, des syndicats ou des associations. Communiqué de presse relatif au Congrès des jeunes agriculteurs. À l'occasion de leur congrès national de Bourg-en-Bresse, les jeunes agriculteurs JA ont voté une motion favorable à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. C'est la dinde qui vote pour Noël. Faut-il rappeler que l'Union européenne importe déjà vers l'UE, que l'Ukraine, pardon, importe déjà vers l'UE sans droit de douane 120 000 tonnes de volailles, 100 000 tonnes de sucre, 18 000 tonnes d'œufs et 35 000 tonnes de miel par an. L'entrée de l'Ukraine dans l'UE se solderait par une baisse de la PAC pour nos agriculteurs dans le budget européen, bien entendu, si on reste à budget constant, évidemment, si on reste à budget constant. Celle-ci passerait de 9 milliards à 7 milliards. De deux choses l'une, soit les dirigeants des JA ont perdu la tête, ont perdu le bon sens, ou, ou soit ils sont les porte-parole dociles de la politique anti-souverainiste et pro-européenne d'Emmanuel Macron. Alors ça, c'est un courrier de Roger Chudeau, député de Loire-et-Cher, que j'ai pris, mais il y en a de multiples déclarations. Il y a Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national, il y a plein de gens qui sont intervenus en disant que c'était une folie. Alors, si on veut être un peu précis, ça a été repris, ce communiqué-là, c'est pas tout à fait ce qu'ils ont dit. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit, mais dans les détails, ça a été un peu déformé. Hein. Donc, on prend pas la défense des jeunes agriculteurs, mais il faut relativer les faits exacts. Ils ont mis des conditions à ça. Ils ont dit que eux, personnellement, il était favorable, ils pouvaient s'avérer favorable à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, mais avec un certain nombre de clauses. Ils ont mis des clauses. J'ai été voir dans les paragraphes. Ils l'ont pas dit, c'est pas un chèque en blanc comme ça. Voilà. Donc c'est un peu plus subtil que ça. Ceci étant, bah, c'est une erreur grave, évidemment, parce que ce qu'ils ont mis dans les mesures, clause miroir, si on peut l'appeler comme ça, oui à l'entrée de l'Ukraine sous certaines conditions, j'ai lu un tas de conditions, les mêmes normes, les mêmes conditions sociales et tout ça. Bon, là ils rêvent les gars, ils croient encore au Père Noël. Hein. On a vu ce qui s'est passé avec le Commonwealth, avec l'Espagne et le Portugal quand ils sont rentrés, avec bah, tous les traités, globalement, tous les traités de libre-échange. Donc là, bon, c'est pas sérieux pour une profession jeune agriculteur. Pour moi, ils sont pas sur la bonne route. Moi, je ne suis pas d'accord avec leur programme. Bon, est-ce qu'ils peuvent avoir un programme différent? J'en suis pas sûr. Parce que ils sont financés par la grande maison, qui est la FNSEA, la France Nouvelle sans exploitants agricoles, donc qui a une structure européenne de lobbying très puissante au niveau du Parlement européen qui s'appelle le COPA-COGECA avec les 27 FNSEA en Europe. Donc le poids économique de la FNSEA par rapport aux petits soldats JA, jeunes agriculteurs, pour rester poli, je pourrais dire autre chose, jeunes, vous devinez ce que je pense du A, je vous laisse le trouver vous-même, je vais rester correct. C'est une absurdité totale. Et alors, pourquoi ça? Bah, ils sont sous la coupe, bien sûr, de la FNSEA, qui est Arnaud Rousseau, mais c'était pareil avant si c'était Madame Lambert ou les autres. Et surtout, l'entrée de l'Ukraine est un point très positif pour les gens qui font du commerce. Donc la FNSEA, c'est un syndicat, c'est un syndicat qui représente l'agro-industrie, l'agroalimentaire. Donc pour l'agro-industrie, l'agroalimentaire, tous les gens qui sont dans le commerce, à partir du moment où vous faites des échanges et du commerce, ça ne peut être que positif. Vous pouvez faire du commerce négatif. Mais si vous faites pas de commerce, vous ferez pas de marge par définition. Donc, si vous faites du commerce, peut-être que vous allez en tirer des marges. J'ai bien dit peut-être, pas à coup sûr, mais au moins, vous allez faire du chiffre d'affaires, vous allez avoir des carnets d'adresses, vous allez avoir des relations internationales pour essayer de faire du commerce avec les autres pays. Donc, la décision des JA, elle est tout simplement
la descendance de la FNSEA qui est liée à Unigrain, au groupe Avril, le poids lourd, le groupe Avril, hein, et InVivo, le regroupement de plus de 200 coopératives. Puisqu'on est déjà présent en Ukraine, à travers les sociétés qu'on a, on est déjà présent avec le groupe LDC, qui a un partenariat dans beaucoup de domaines avec le groupe Avril, puisque le groupe Avril, c'est le géant des aliments. D'accord? Nos coopératives, la plupart de nos coopératives, travaillent de près ou de loin avec le groupe Avril. Donc tout est lié. Donc eux, c'est pas une histoire de savoir si les perdants et les gagnants du libre-échange, on sait qui sont les perdants. C'est les paysans petits soldats. Bon. Mais eux, ils sont là pour faire du commerce. Donc ce syndicat JA FNSEA, puisqu'ils sont rattachés à la FNSEA, moi je combats leurs idées. Je respecte les hommes en tant que tels, mais je combats leurs idées, parce que leurs idées nous emmènent dans le mur. Ça l'a prouvé. On peut le prouver depuis les années 60, et ils continuent de nous entraîner dans le mur. Donc là, en disant oui, on veut que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, ou qu'on fasse des traités de libre-échange, parce que même s'ils rentrent pas dans l'Union européenne, mais qu'on se met à faire des traités de libre-échange, du commerce avec eux, le résultat sera le même. On sera sur la base des produits, comme je le dis souvent, mondialisés, on va quand même intégrer un pays qui a entre 43 et 44 millions d'hectares à fort potentiel. Nous, je vous rappelle qu'on en a 27 millions à la PAC, hein, et là-dedans, il y a à peu près la moitié de prairies. Là, on est face à une puissance agricole qui a autour de 44 millions d'hectares, avec de forts potentiels et avec un niveau de vie, un niveau de charge qui n'a rien à voir avec le nôtre. C'est là que les JA, alors, soit ils se plantent, soit c'est volontaire. Pour moi, c'est volontaire c'est parce que derrière, il y a l'agro-business Avril et tous les autres qui les entraînent. Donc le responsable JA, qui aurait un discours proche du mien, ou comme le mien, ou comme d'autres l'ont dénoncé à la Confédération paysanne, à la coordination rurale ou ailleurs, hein. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui les ont dénoncés, cette prise de position des JA. Un responsable JA qui va prendre parti, comme nous, on prend parti en disant vous faites fausse route, il ne faut pas que l'Ukraine, on fasse des traités de libre-échange avec eux ou qu'ils rentrent dans l'Union européenne avec nous, celui-là, il va être viré de son poste. Tout simplement, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Parce que derrière, c'est la financiarisation de l'économie, donc de l'agriculture, comme le reste. Donc pendant ce temps-là, eh ben, on continue de s'enfoncer. Vous voyez que les coûts de production, ils augmentent. On parle de plus de 22 euros des 1000 litres en production laitière, avec toutes les hausses qu'il y a. Vous avez vu ce que ça donnait, que ça soit sur les bovins, que ça soit sur les céréales. Tous ceux qui vous ont promis il y a des années et des années que ça irait mieux demain, lorsqu'un produit agricole augmente, tout le reste autour, il flambe. Et si on ne revient pas à la base, comme je vous l'ai dit, revoir le modèle, avec un prix de souveraineté nationale et reprendre sa facture, regardez la différence qu'il y a entre un entrepreneur, un agriculteur, on est indépendant, on est normalement patron. Regardez la différence entre regardez autour de vous, je ne vais pas vous donner de nom, la différence entre tous ceux qui ont leur facture et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qu'on leur facture, prenez le bâtiment, regardez le coût d'une maison aujourd'hui, hein. Regardez comment ça a augmenté, tout a flambé. Le maçon, peu importe, tout le monde, le transporteur, tout le monde prend sa facture. Et met les hausse du gasoil, hausse ceci, hausse cela, nouvelles conditionnalités, nouvelles normes, nouveaux bâtiments, tout le monde prend le crayon et refait sa facture. Ces gens-là, qui sont dans le commerce, qui sont sur la base d'un produit intérieur brut territorialisé franco-français. Ils remettent un coup de crayon sur la facture. À quel moment ils peuvent tomber en faillite et à quel moment ça peut s'arrêter? Tous les gens qui sont dans le commerce comme ça, c'est différent de nous. Ça s'arrête quand vous faites plus de commerce. Voilà. Si vous avez plus d'acheteurs, vous faites plus d'activité. À partir du moment que vous avez de l'activité, vous avez une marge, parce que c'est vous qui facturez. Donc vous facturez pas en dessous de votre coût de production, sinon ça dure pas longtemps. D'accord? D'où l'intérêt d'avoir sa facture. Hein. Et là, vous êtes sur un produit intérieur brut territorialisé, puisque vous êtes en France. Vous faites réparer votre voiture, vous faites venir un maçon, le maçon, il va pas venir de Tchécoslovaquie ou du fin fond de la Sibérie. Le maçon, il est forcément français, du département, de votre département souvent, ou du département à côté. Donc on est sur un produit intérieur brut territorialisé, non délocalisable. D'accord? Vous pouvez pas aller vous faire couper les cheveux en Inde. Le temps d'aller en Inde,
le prix du voyage, ça va coûter plus cher que de se faire couper les choux. D'accord? Donc ça, c'est un produit intérieur brut territorialisé. Là, l'erreur des JA, c'est volontaire, où on nous emmène là-dedans depuis des années, c'est ça qui a ruiné le monde paysan. C'est que c'est les traités de libre-échange, le modèle ultralibéral mondialisé. Là, quand on travaille avec l'Ukraine, ou l'Espagne et le Portugal pour les fruits et légumes, ou la Nouvelle-Zélande pour les moutons, je peux prendre plein d'exemples, hein, ou la viande bovine pour l'Amérique du Sud, mais on peut en prendre hein, des exemples, hein, ou le vin, les viticulteurs qui sont mis en concurrence. On est sur la base d'un produit intérieur brut mondialisé qui dit pas son nom, qui est le moins-disant social et environnemental. C'est celui qui va emporter le marché, c'est celui qui va être le moins cher. Donc vous ne pouvez pas, ça peut pas fonctionner. Parce qu'en termes économiques, il y a ce qu'on appelle le monopole des facteurs, et dans le monopole des facteurs, vous avez déjà le climat. Le climat n'est pas le même, suivant les pays, même déjà à l'intérieur du pays. Donc, via le climat, vous n'avez pas le même coût de production. Bien sûr, vous avez le social, vous avez les normes, vous avez le niveau des salaires, vous avez la protection sociale, vous avez le coût de la construction. Quand vous faites un bâtiment en Pologne, ou en Ukraine, ou au Chili, ou en Italie, le coût du bâtiment, le même bâtiment, le coût, il n'est pas le même. Pas du tout. Donc, si vous partez avec un bâtiment qui vaut le double de ces pays-là, bah déjà sur votre production de canards, de lapins ou de cochons, vous avez déjà le double à amortir par rapport à votre concurrent qui est dans un autre pays. Donc, ça peut pas fonctionner. On sait que ça peut pas fonctionner. Alors, pourquoi on a emmené les paysans? Pourquoi on fait pas de la coopération entre les États, de la charte de la Havane? Pourquoi on fait pas de la coopération entre les États? Où on produit tout ce qu'on peut chez nous, le reste, on le fait sur la base du commerce, sur la base de la coopération, ça peut s'appeler l'exception agriculturelle, vous l'appelez comme vous voulez, voilà, mais qui vient pas détruire les économies des pays et qui vient pas détruire les produits intérieurs bruts territorialisés du monde paysan. Parce que le monde du commerce, les gens du groupe Avril, les gens d'Invivo, les gens du Nigrin, les secrétaires qu'ils ont, les jeunes agriculteurs, les secrétaires de la FNSEA, ils sont pas sur un produit intérieur brut mondialisé. Les secrétaires de la FNSEA, les gens qui travaillent dans les bureaux, ils ont des salaires qui sont à leur niveau de compétence s'il était dans d'autres domaines. Ils sont pas payés au prix des secrétaires au Burundi ou au fin fond de l'Inde. Donc ils veulent appliquer aux paysans un produit mondialisé pour nous mettre plus bas de terre. Ils nous ont mis plus bas de terre, ils l'ont réussi, vous avez vu, avec tous les suicides qu'on a. Et eux, ils se l'appliquent pas. Et il y a plein de professions, vous allez les reconnaître, qui sont protégées. Il y a plein de professions en France, pas qu'en France, hein, en Belgique et en Italie. Il y a plein de professions qui sont protégées, où c'est pas ouvert, où la concurrence n'est pas possible. Vous pouvez pas. Il y a des organismes, vous êtes obligé de passer par eux. Vous pouvez pas faire venir un organisme polonais, même, ou belge, ou même de l'autre côté de la frontière, luxembourgeois, vous n'avez pas le droit. C'est rattaché au pays. Vous n'aurez pas le droit de faire des études et autres. Vous êtes obligé de passer par un cadre administratif qui est protégé. Donc vous voyez bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Alors là, les JA, bah, erreur stratégique, hein. Enfin, erreur stratégique, je pense que c'est volontaire, hein. C'est parce que c'est toujours le produire plus pour gagner moins. Alors là, plus on fera ça, plus on ira dans le libre-échange, plus globalement on va agrandir les exploitations, plus on va se ruiner, plus on va s'endetter, plus il y aura d'agriculteurs en difficulté, et moins on va résoudre le problème. On ne pourra pas résoudre le problème comme ça. C'est pas possible. S'il n'y a pas des prix adossés à des coûts de production, ce que j'appelle un prix de souveraineté nationale, avec une refonte totale de la logistique et redévelopper les circuits courts avec des associations comme SOS Mer ou l'Association démocrate des mairies de France ou d'autres, hein, il y en a plein. Hein. Il y a plein de gens qui l'ont compris. Hein. Il y a plein de gens qui ont compris qu'on allait dans le mur. On va dans le mur, on se met à dos la population, en plus de ça, parce qu'on a tendance, en Amérique du Sud, en Amérique, chez nous, dans une partie de l'Europe, à essayer d'industrialiser les modèles agricoles, donc au détriment de l'environnement, au détriment de la qualité de l'eau. Hein. Donc on se retrouve confronté à des consommateurs qui devraient être main dans la main avec nous pour acheter nos produits, mais qui vont accuser le paysan de polluer les nappes. Alors, c'est pas le paysan n'est pas le seul qui pollue les nappes, hein. Il y a l'industrie, il y a tout ça. Mais ceci étant, on renvoie un mauvais message. On a laissé notre carnet de factures.
à l'agro-industrie. Donc on ne peut pas vivre de notre métier. Et en plus de ça, il nous entraîne dans un modèle qui n'est pas un modèle vertueux. Donc tant qu'on restera là-dedans, le maître mot, il n'y a rien à faire. Ça sera de reprendre sa facture. Qui dit reprise de facture dit gestion des volumes. Il faudra une gestion des volumes et un prix de souveraineté nationale, un peu comme l'ont fait les Suisses. Pas tout à fait ça, parce que c'est jamais copie conforme, mais les Suisses ont fait ça. Hein. Au Japon, à des moments, ils l'ont fait aussi, pour le riz. En Israël, ils l'ont fait aussi. Au Canada, bien sûr, ils le font, avec la gestion de l'offre. Donc, on a des exemples. Chez nous, on l'a fait, mais c'est trop petit. On l'a fait avec les AOC, les AOC, les AOP. Le comté, le Beaufort, là, on l'a fait. On l'a fait aussi en viticulture, dans les grands crus. Voilà, on a protégé. Voilà. Et ben ça, c'est pas suffisant. Faut l'étendre. Faut faire une AOP, on peut peut-être l'appeler comme ça, mais il faut faire un prix de souveraineté nationale français, franco-français, qui n'empêche pas de faire des échanges. Ça n'a rien à voir de dire on va mettre des murs, on fera pas, on fera toujours des échanges mais sur la base de la coopération, et uniquement sur les produits dont on a besoin, qu'on n'est pas capable de produire chez nous. Et les produits dont on n'est pas capable de produire chez nous, qu'on va importer, ça va être sur la base de la coopération, et le prix de l'importation ne sera pas le prix de référence qui sera payé aux producteurs français. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. La base, ça vient de là. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on aura le problème de demain où je vais rendre visite à Rennes. Il y a une manifestation parce que les consommateurs ne comprennent pas pourquoi les agriculteurs polluent dans le bassin de Rennes. Donc, je vais aller faire un tour demain pour essayer de renouer le dialogue avec tous les gens qui comprennent pas et qui nous traitent. Certains disent, bah, les agriculteurs peuvent être des pollueurs. Non, les agriculteurs sont pas des pollueurs. Les agriculteurs, ils ont 4,50 € sur 100 € TTC. Donc, on va pas leur demander de faire mieux s'ils ont 4,50 € sur 100 € TTC. Le jour où on aura 15-20 €, ce qu'on mérite, hein, sur 100 € TTC, là, on pourra peut-être embrayer un modèle vertueux et changer totalement notre pratique. Mais pour qu'on change nos pratiques, il faut nous payer. On ne peut pas nous demander de changer nos pratiques sans nous payer, parce qu'on est déjà ruiné. Donc, on ne va pas investir pour changer nos pratiques. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut d'abord nous payer, d'abord le prix de souveraineté nationale, et après on veut bien répondre à des exigences, comme tout le reste de la population, pour que l'environnement soit respecté. Voilà. Donc c'est la fin de ma vidéo. J'ajoute pour ceux qui me suivent qu'en début de semaine, je serai dans le 76, en Seine-Maritime, en visite d'exploitation. Les 2 premiers jours, le lundi, mardi qui vient là, il y a des visites d'exploitation et j'ai été invité, donc je serai présent. Donc ceux qui veulent me joindre, ils peuvent m'envoyer un mail sur ma boîte mail philippe.grégoire22@gmail.com. Je répète, philippe.grégoire22@gmail.com. Donc voilà, pour discuter des problèmes agricoles qui sont dans tous les départements. Et ils peuvent être que dans tous les départements, parce que le schéma n'est pas bon. Et la loi d'urgence agricole, vous pouvez la mettre à la poubelle, et ne résoudra rien. Le débat des bassines, pareil, hors sujet, le débat des bassines. C'est pas les bassines qui vont résoudre le problème. Faut tout repartir d'une feuille blanche, travailler sur les 4,50 €, ça c'est primordial, ça. Les 4,50 €, il ne peut pas rester 4,50 € sur 100 € TTC. Le premier débat, il est là, le revenu. D'abord, le revenu. Ensuite, on discute. Et quand vous verrez que quand on aura le revenu, c'est lié à tout le reste. Les énergies renouvelables, vous m'envoyez des mails. Qu'est-ce que je pense des éoliennes? Qu'est-ce que je pense des méthaniseurs? Mais ça, bougez le curseur des 4,50 € et vous verrez que le problème des énergies renouvelables, il va se régler tout seul au niveau des territoires. Payez les paysans d'abord. Puis après, vous verrez que ça va beaucoup changer sur le terrain. Et d'ailleurs, concernant les méthaniseurs, je referai une réunion avec Anton Ziedler et Konrad Schreiber. J'ai assisté à une réunion en Mayenne de Konrad Schreiber, une très belle réunion, un très bel exposé l'autre après-midi. Et il y a des solutions avec des méthaniseurs, mais en autonomie sur les exploitations, où on est capable de produire du biogaz. On a des outils pour le faire, mais pas les méthaniseurs comme il est développé, où ils prennent des centaines et des centaines d'hectares de maïs. Voilà. Donc c'est toujours pareil. Dans les projets, c'est pas tout à mettre à la poubelle, hein, ou tout développer sur des centaines de mille hectares. Non. Faut trouver un juste milieu
et mettre en place une politique, une nouvelle politique nationale agricole vertueuse, respectueuse de l'environnement, en adéquation avec les attentes sociétales et les futures générations d'agriculteurs qui voudront travailler, mais pas 100 heures par semaine. Et je suis pas sûr qu'ils voudront avoir 2 millions d'euros d'emprunts à long et moyen terme sur le dos. Non, je suis pas sûr. Je pense qu'ils voudront avoir une vie digne, hein, et ils auront raison. Donc pour ça, il n'y a rien à faire pour ça. C'est un prix de souveraineté nationale et c'est les 4,50 €. Tant qu'on reste à 4,50 €, on peut faire la loi du plomb, on peut faire des bassines, on peut remettre les pesticides, on peut remettre l'acétamipride. Tout ça, c'est des faux débats. Le premier débat, moi je le vois bien dans les agriculteurs en difficulté, qu'on ramasse tous les jours, le premier débat, c'est le revenu. À 99%. Après, il peut y avoir 1% d'accidents, des gens qui ont des problèmes autres que le revenu. Voilà. Mais 99% des dossiers, il n'y a rien à faire, c'est le revenu. Et croyez-moi que toutes les manifestations de colère qu'ont fait les agriculteurs depuis ces 30 dernières années, hein, si depuis la PAC de 92, hein, on avait eu une augmentation, on avait collé nos prix agricoles sur une partie de l'inflation et qu'on avait été payé 15 à 20%, je prends que ça, je suis très faible. Si on avait été payé 20% de plus sur tous nos produits agricoles, hein, depuis 92, on n'en serait pas là. Il n'y aurait pas eu tous les suicides qu'on a eus et il n'y aurait pas tous les dossiers qui tombent tous les jours, hein, dans les départements d'agriculteurs en difficulté. Parce qu'à ce sujet, ça se dégrade. Il y a de plus en plus de redressements et de liquidations. Et il suffit de contacter dans les départements les dossiers qu'on a, SAMU social agricole, Solidarité paysan et la Chambre d'agriculture, les chambres d'agriculture qui traitent les dossiers en difficulté. Il suffit de leur demander combien ils en ont, combien ils en avaient il y a 5 ans et il y a 10 ans, ça explose. Ça explose. Alors ça explose, en plus, peu de gens se déclarent en difficulté, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté qui ne se déclarent jamais en difficulté. Voilà, ils terminent comme ça, soit par la mort, soit par la vente de la ferme. Beaucoup ne se déclarent jamais. Donc moi j'avais demandé ça il y a longtemps, mais c'est peine perdue, mais on va renouveler ça à tous les politiques qui vont se présenter. Moi je demande qu'il y ait une audite de fait sur l'ensemble mais par un cabinet indépendant, sinon c'est pas la peine, hein. Un cabinet neutre, indépendant, toutes les exploitations de France, on leur demande leur bilan et on les passe au peigne fin. Et ben si on faisait ça, croyez-moi, vous seriez surpris. Et là, on arriverait à ce que je vous dis, 82% des paysans gagnent moins du SMIC brut. Et quand je dis 82, j'ai peur de me tromper, c'est peut-être plus que ça. Je vous remercie, à bientôt.